Merci. Nous en venons à la discussion générale et la parole est à Madame Brigitte Allain pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Je veux d'abord excuser mon collègue Sergio Coronado, chef de file des écologistes pour ce projet de loi, et que mes convictions, j'espère, permettront de suppléer en son absence. L'asile est un des piliers de notre tradition républicaine et la France est perçue dans nombre de pays, et surtout par les militants pour la liberté, comme une terre d'asile. Nous étudions aujourd'hui le projet de loi sur le droit d'asile dans un contexte grave. Les conflits armés dramatiques aux portes de l'Europe aboutissent à ce que des milliers de personnes fuient leur pays dans des situations affreuses. 3 419 migrants répertoriés sont morts en mer l'an dernier. Sur l'asile comme sur l'immigration, il nous faut combattre les idées reçues et les discours démagogues et rappeler que la France est au 8e rang des pays européens condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme pour manquement à ses obligations. Il faut rappeler que la France est parmi les 5 pays d'Europe rendant le plus grand nombre de décisions par an, celui qui accède le moins facilement aux demandes d'asile. Celles-ci y ont reçu seulement 17% de réponses positives en 2013, contre 26% en Allemagne, 38% au Royaume-Uni, 53% en Suède. Notre système d'hébergement d'accueil est sous-doté. Au 1er janvier 2014, 45 319 personnes étaient en attente d'une place CADA. Les demandeurs d'asile sont plus nombreux dans les hébergements qui ne leur sont pas destinés que dans ceux qui sont à leur intention. À ce sujet, nous saluons le plan qu'a présenté il y a 15 jours le gouvernement. Il est difficile de croire que le pays des droits de l'homme attire si peu les vrais réfugiés politiques, moins que le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Suède. Ce projet de loi vise à transposer de nouvelles directives européennes adoptées en juin 2013, telles que la possibilité de statuer rapidement sur les demandes d'asile, en parvenant à un délai moyen d'examen de 9 mois et le renforcement des garanties des personnes ayant besoin d'une protection. Il permet d'incontestables progrès pour les demandeurs d'asile et les bénéficiaires de ce statut. Tout d'abord, il facilite l'enregistrement des demandes qui devra être faites dans les 3 jours. Le projet de loi ouvre un droit d'assistance pendant l'entretien OFPRA par un avocat ou une association. Cela a déjà été expérimenté. Il modifie la composition du conseil d'administration de l'OFPRA et permettra une saisine parlementaire et associative de la liste des pays sûrs. Notre groupe conteste cette notion de pays sûr, qui dépend parfois plus du nombre de ressortissants qui demandent l'asile dans notre pays que de la sûreté réelle du pays d'origine. Mais cette saisine permettra un meilleur suivi de cette liste. Ce texte facilite le regroupement familial des réfugiés et améliore la gestion de leurs titres. À l'initiative de la rapporteure pour avis de la Commission des affaires étrangères, le statut des apatrides a été inscrit dans la loi. Il permet un recours suspensif des demandes d'asile en rétention et des demandeurs d'asile soumis au régime du règlement de Dublin. Nous regrettons que ce soit aussi limité. Il ouvre également le droit à la formation et au travail pour les demandeurs d'asile au bout de 9 mois sans réponse de l'OFPRA. Nous regrettons là aussi une transposition a minima de la directive. L'idée que l'octroi du droit de travailler aux demandeurs d'asile agit comme un facteur d'attraction supplémentaire est contestable. Effectivement, en Allemagne, qui enregistre le plus de grand nombre de demandeurs d'asile aujourd'hui, mais ce sont la Finlande, l'Espagne et la Suède qui autorisent les demandeurs d'asile à travailler avant la fin du délai de 9 mois. Le travail est un vecteur fort d'intégration, de dignité et d'autonomie. C'est pourquoi nous proposons un amendement pour assouplir les conditions d'accès. Mais ce texte fait également l'objet de vives préoccupations qui ont été relayées tant par les associations que par les défenseurs du droit
ou la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Ce projet de loi a été présenté comme permettant d'écarter rapidement les demandes infondées au profit des personnes qui ont réellement besoin de protection. En différenciant les bons et les mauvais demandeurs, on introduit l'idée fausse que le détournement de la procédure d'asile serait aujourd'hui la règle. Nous ne partageons pas cette conviction et cela ne correspond pas à la réalité. L'augmentation des demandes d'asile s'explique pour l'essentiel par la multiplication des conflits armés visant des populations civiles et des guerres. Je voudrais également mettre l'accent sur l'accélération des procédures. Il faut assurer la difficile conciliation entre la volonté de statuer rapidement dans un délai moyen de 9 mois sur les demandeurs d'asile et l'impératif du respect des droits. Or, le texte multiplie les hypothèses dans lesquelles les procédures peuvent être accélérées et renforce le rôle joué par le préfet dans le déclenchement d'une telle procédure de rejet. Le fait d'être ressortissant d'un pays considéré comme sûr, d'avoir déposé une demande tardive, d'avoir brûlé ses empreintes, auront pour conséquence la mise en œuvre de la procédure accélérée pour une obligation de quitter le territoire. Sur cette procédure accélérée, la réforme se ferme à la collégialité à la Cour nationale du droit d'asile, pourtant indispensable pour juger des situations diverses et complexes. La collégialité est essentielle en matière d'asile. Ainsi, l'assesseur nommé par le Haut Commissariat aux réfugiés apporte une connaissance fine du terrain, des conflits et des situations géopolitiques. Le texte prévoit aussi le maintien en zone d'attente des mineurs non accompagnés à titre exceptionnel. Nous sommes opposés à cette exception et nous le rappellerons en séance. Il prévoit même la possibilité que des mineurs isolés soient jugés en procédure accélérée, alors que pour nous, un mineur doit être spécialement protégé, soutenu et pris en charge. Nous contestons aussi l'hébergement directif, rendant un réfugié de fait prisonnier plutôt que reçu dans notre pays. En effet, en cas de refus de l'hébergement proposé, vous l'avez précisé, Monsieur le ministre, le demandeur perdra son droit à l'allocation et en cas d'absence injustifiée, sa demande sera examinée en procédure accélérée. Le caractère contraignant de ce dispositif ne fait pas honneur à un pays d'accueil. Ces points d'opposition sont connus. Nous les avons déjà soulignés en première lecture au Sénat et en commission. En première lecture, nous avions noté les avancées apportées par notre Assemblée à ce projet de loi, à l'initiative notamment de la rapporteure, dont je salue le travail. Néanmoins, compte tenu de nombreux problèmes posés par le texte en termes de procédure, nous nous étions abstenus. Le Sénat a considérablement endurci le texte en proposant les mesures graves sur lesquelles notre Assemblée est heureusement revenue lors de l'étude en commission. Je vous remercie de l'avoir rappelé, Madame la rapporteure. Le texte ne relevant pas notre pays au rang d'un vrai pays d'accueil, solidaire, au regard du nombre de réfugiés qui sont ainsi rejetés, nous devrions maintenir la position d'abstention adoptée en première lecture. Je vous remercie. Merci.